Comme ça, hein, je ne prépare jamais rien. Ah ouais. Et t'es formateur aussi. Ouais. Et quand tu fais. Ah non, mais Non, ça tu formateur. prépares. Enfin, oui et non, en fait. Parfois, j'arrive le matin, je dis. J'ai fait ça la semaine dernière, il y a 15 jours. Euh, J'allais en Corse, arrivé là-bas, je dis au fait, je fais cours de quoi? Ah oui, d'accord. Non, mais après, je suis un vieux machin. Hein, C'est le moment où faut dire non, non. Mais non, t'es pas vieux. Si, si, non, non. Et bonjour à tout le monde, ça y est, le micro marche. Euh, Ravi de vous retrouver. Alix, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ouais, ça va. Allez, raconte-nous un peu ton parcours, qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu es là et tout et tout. Ok. Ben, moi, c'est Alix. Je suis créatrice de contenu bien-être, sport et santé. Je parle pas mal de mes études parce qu'en fait, je suis étudiante en kiné de dernière année à Toulouse. Donc voilà, j'ai fait le déplacement Toulouse-Paris ce matin. Et j'adore partager mon quotidien. Et aujourd'hui, je suis présente avec Milo pour parler un petit peu de l'installation auprès des néo-kinés principalement. Bon, on reparlera un petit peu après de Milo, hein, qui est une solution digitale de gestion de cabinet en partie. Et du coup, moi, je suis intervenu avec eux aujourd'hui pour faire une petite démo pratique. Et on s'est dit, tiens, il y a un sujet quand même qui nous anime un peu, qui nous tient à cœur, qui est comment créer, installer, débuter son activité et voilà. Et du coup, se dire que est-ce qu'on est complètement préparé à l'école? Et ben Ah. là, en début de quatrième année, honnêtement, non. Je vois d'autres personnes qui disent non aussi. Ouais, moi, ça m'inquiète déjà. Je le vois un peu quand je suis en stage. Mais bon, j'oublie vite. Et c'est vrai que la partie théorique, elle vient très tard dans le cursus. Qui est étudiant là? Ouais, bon, il y en a un ou deux, je me suis dit que non, mais qui est étudiant? Non, tout le monde est du coup diplômé, tout le monde travaille. Qui est complètement à l'aise avec la partie qu'on va qualifier de gestion de cabinet? Non, personne. Qui a encore des galères, hein? Qui travaille depuis plus de 10 ans là? Bon, ok. Mon Jérôme. Ouais. Plus de 40 ans même. Tu vois, on se connaît bien. Et du coup, même travaillant depuis plus de 10 ans, qui se dit que tout ce qui est compta, fiscalité, tout ça, vous êtes au top? Pas du tout. Quand on est kiné, c'est l'équivalent de monter une petite entreprise. Hein. Voilà. Et donc, il y a des règles et il y a des critères. Entre, n'aie pas peur, installe-toi, tout va bien, tu es la bienvenue. Voilà. Bah, justement, en parlant d'entreprise, moi, je suis un petit peu perdue entre tous les statuts. Il y a des sociétés, il y a des micro-entreprises. Comment tu pourrais m'aider là-dessus? Ouais, alors là, bon, du coup, on est déjà parti là forcément sur le statut libéral. Hmm. On va peu parler du statut salarié où il y a très peu de choses à gérer. On va parler du statut libéral. Pour celui qui commence en libéral, la première question, c'est qu'est-ce qu'il veut être? Est-ce que vous voulez être remplaçant, assistant ou titulaire? On commence rarement directement par titulaire. Souvent, on commence par remplaçant, assistant. Qui est remplaçant là? Ok. Qui est assistant? Ok. Qui est titulaire? Ok. Donc ça, c'est déjà le premier truc. Comment vous voulez travailler? Quand vous êtes de toute manière assistant ou remplaçant, vous êtes forcément en non individuel et pas en société. Voilà. Vous êtes en société qu'à partir du moment où vous êtes titulaire de votre cabinet. Après, moi par exemple, je suis titulaire de mon cabinet. On est 2 associés dans une SCM, Société Civile de Moyens. On est associés à part égale. Et on a un assistant assistant collaborateur qui travaille avec nous. Voilà. Donc là, nous, on a fait le choix de rester en truc le plus simple, qui est la Société Civile de Moyens. Voilà.
Il y a des montages après un peu plus compliqués, type CELARL, CELAS et tout, des vilains mots, mais société d'exercice libre à responsabilité limitée et compagnie, qui globalement, on nous dit toujours qu'il y a un gros intérêt fiscal, qu'à moitié, hein. Il y a aussi des frais de gestion derrière, faut s'en méfier. Et on a vu des périodes où on nous en a proposé beaucoup et on en voit quand même un certain nombre qui rebaissent après et qui ferment par manque d'intérêt. Voilà. Donc ce choix-là, j'ai envie de dire le premier, rester en statut simple, en général, ça reste quand même le meilleur critère, à mon avis, dans un premier temps. Voilà. Si on enchaîne, pour ceux qui, quand on s'installe, tout le monde, qui a un comptable? Qui en a pas? T'as pas de comptable? Tu te débrouilles toute seule? Ah, t'as pas encore fait de déclaration? Ah ouais, c'est un tout début. Voilà. Vous pensez toujours qu'un comptable, il va vous donner les tuyaux? Très honnêtement, je pense que la plupart du temps, il ne vous en donne pas. Le comptable, il n'a qu'un objectif, c'est de faire en sorte que, en cas de contrôle, il n'y ait rien à lui reprocher. Donc, il vous prend un peu cher pour acheter sa propre tranquillité. Perso, moi, j'ai pas de comptable parce que il me plaise pas, en tout cas pas sur cette partie-là. Et j'ai plutôt choisi d'avoir un logiciel qui est relié à ma banque et qui me fait tous les enregistrements et tous les trucs, qui gère 90% du truc, et il me reste 10% à gérer, et ça me va bien mieux comme ça au final. Voilà. Donc ça, c'est un choix complètement personnel, hein, ça appartient à chacun, ça me coûte 3 fois moins cher, et quelque part, en plus aujourd'hui, 80% des comptables vous cassent toujours les pieds avec « Ah, mais t'as pas bien justifié ta dépense et ton machin et ton truc ». Rassurez-vous, il n'y a jamais personne qui lui demande rien au comptable. On peut lui demander en cas de contrôle fiscal. Combien d'entre vous en ont déjà eu un? Voilà, c'est assez éloquent. Hein. Donc c'est vraiment le truc où souvent vous faites un choix qui est, à mon sens, pas le meilleur. Et surtout que derrière, vous dites j'ai un comptable, alors je cherche à rien comprendre. C'est important de comprendre. Et toi d'ailleurs, justement, tu passes combien de temps sur les tâches que pourrait faire un expert comptable? Rien du tout. Rien. Moi j'ai une solution, encore une fois, je ne fais pas spécialement de la pub pour eux, mais qui est Indy, qui est un système de compta automatisé. C'est plugué avec ma banque. Il a compris qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui s'appelle Orange dans les factures, il va mettre ça dans la catégorie téléphone. Il a compris qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui s'appelle EDF, il va mettre ça dans la catégorie électricité. Il a compris que Carpimco, c'était ma caisse de retraite. Cursaf, c'était la foire à se faire avoir. Voilà. Et du coup, il va catégoriser 95% de mes dépenses. Moi, honnêtement, aujourd'hui, ma compta annuellement, si elle me prend 3 heures, c'est le bout du monde, quoi. Voilà. Alors que le comptable, il va vous faire chier pour chaque ticket, il n'est pas bien scanné, il n'est pas machin, il n'est pas truc. Enfin, voilà. Vous faites comme vous voulez, mais moi, ça me prend, au final, grâce à ça, pas beaucoup. J'ai connu, en 98, quand j'ai commencé à bosser, ma première année, les grands livres où tu écrivais ça à la main avec du papier carbone et tout. Oh, la chienlit totale. Hein. C'est sûr que l'informatique est... qu'on appellera de l'IA, qu'on n'est pas vraiment, hein, qui est plutôt de l'algorithme qui gère le truc à votre place, vous permet de gagner un temps incroyable. Voilà, ça c'est une vraie aide. Dans les questions que vous vous posez toujours au début aussi, c'est est-ce que je dois prendre une assurance, pas une assurance, pourquoi? Là, après, vous mélangez un peu tout. C'est quoi la différence entre une RCP, une prévoyance, une mutuelle et... Vous maîtrisez tout ça parfaitement bien ou pas? Le seul truc qui est complètement obligatoire, c'est la RCP. Responsabilité civile professionnelle. Voilà. Ça, c'est non négociable, c'est obligatoire, ça coûte même pas très cher.
c'est de l'ordre de 150 à 200 euros avec une assistance juridique qui va avec. Vraiment, vu le prix, je vous invite vraiment à en prendre une bien et à ne pas lésiner. Voilà. Je vous laisse réfléchir à qui vous voulez voir. Mais voilà. Ça, on n'a pas le choix. Après, il y a la mutuelle pour la santé. Il y a la prévoyance. Et après, le dernier truc dont on parle, qu'on met sous le vocable loi Madelin, c'est la retraite. Alors là, il y a des vrais choix à faire. Moi, je pense que le premier que vous ne pouvez pas, enfin le premier sur lequel il ne faut pas hésiter, c'est la prévoyance. C'est-à-dire qu'en cas d'arrêt de travail, vous touchez du pognon. Parce que vous savez que la Sécu, elle ne va rien vous filer. Hein. Ou la Sécu, alors là, j'avais deux, trois titulaires là à droite. Le loyer du cabinet, c'est plus de 1000 et quelques balles par mois. Hein, c'est un truc comme ça. Bon, nous, on est deux à le payer malgré tout, mais les charges de la SCM, c'est de l'ordre de 1500 euros par mois. Et donc, la Sécu, si vous tombez malade, elle va vous filer 1200 balles par mois. C'est-à-dire que vous en serez de 300 euros de votre poche, et évidemment sans aucune charge personnelle de payer par ailleurs. Donc, le premier truc, c'est d'avoir une prévoyance. J'ai mon collègue et ami Frédéric Srour, qui fait un peu d'épaule dans sa vie, qui, une année, est tombé d'un escabeau. Il est tombé d'un escabeau et il s'est pété les 2 poignets. On l'appelait le homard. Et donc, pendant 3 mois, il n'a pas pu travailler, quoi. Là, si tu n'as pas une prévoyance, c'est le début de la fin, quand même. Enfin, ça peut être vite très, très compliqué dans ta vie. Donc ça, c'est non négociable. La mutuelle, énorme débat. De toute manière, rassurez-vous, hein, dans les mutuelles, vous mettez de l'argent et on vous en rend qu'une partie. Hein. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir la meilleure mutuelle du monde ? Il y a plein de gens qui sont complètement tarés là-dessus, nos patients les premiers, hein, qui finalement veulent que tout soit pris en charge, mais sauf que ça leur coûte 1,5 fois ce que ça leur rapporte en moyenne. Donc, sauf à ce que vous ayez une pathologie et tout, et dans ce cas-là, je peux comprendre. Mais tu vas chez le médecin combien de fois dans l'année, Alix ? Jamais. Parce que, comme on dit, les cordonniers les moins bien chaussés, hein, donc les professionnels de santé, on ne va jamais voir le médecin. Voilà. Donc, du coup, est-ce que la mutuelle, c'est le premier truc à prendre ? Peut-être pas. Voilà. On peut se parler après de la question de la retraite, sujet a priori à la mode, selon le Cornu. Est-ce que vous devez préparer votre retraite tout de suite à 20 ans ? Il y a une vie avant la retraite aussi. Donc, est-ce qu'au final, aujourd'hui, votre capacité d'épargne, vous avez intérêt à la mettre dans un truc qui vous rapportera que quand vous aurez 60 et quelques années ? Mais enfin, nous, de toute manière, Kiné Libéral, c'était déjà 67, donc on en a un peu rien à foutre, 62 ou 64. Hein. On est peu touchés. Et est-ce que vous n'avez pas plus intérêt à acheter votre résidence principale avant et tout ? Oui. Ça, c'est des vrais choix que vous pouvez faire quand vous êtes jeune. J'avais quand même fait le choix de prendre une Madelin minimum quand j'étais jeune, hein, mais j'ai jamais fait le choix d'en mettre beaucoup. Voilà. Alors si demain, par rapport à ce que je viens de vous dire, vous gagnez vraiment, vous avez quelque part de l'argent vraiment en trop par rapport à ce que vous gagnez, et de l'argent dont vous n'avez pas besoin, l'intérêt de la Madelin, c'est de pouvoir le défiscaliser et de le mettre pour plus tard de côté. Première hypothèse. Ou une CELAS ou une CELARL, ça permet de ne pas sortir l'argent et de ne pas être imposé dessus tout de suite et de le laisser pour plus tard. Voilà. C'est ça l'intérêt de la CELAS ou de la CELARL, c'est d'avoir une forme de report d'imposition sur la partie sur laquelle tu ne te payeras pas, alors que étant en entreprise individuelle, moi, je ne peux pas faire ça. Voilà. Mais vous voyez que c'est des cas très limités finalement. Et l'inconvénient, c'est que derrière, on vous bloque quand même dans un système où pour avoir une CELARL, vous êtes obligé d'avoir un comptable qui vous prend des frais pour vous et pour la CELARL, les machins et trucs. Enfin, on vous le vend toujours comme un gros avantage. Quand un comptable vous dit que c'est mieux de faire comme ci ou mieux de faire comme ça, demandez-lui quand même de chiffrer les 2 solutions.
Vous serez plein de fois surpris de voir qu'il va vous proposer une usine à gaz pour gagner 500 balles à la fin de l'année. Franchement, sur votre chiffre d'affaires ou votre bénéfice, 500 balles d'écart, c'est pas ça qui va forcément changer votre vie, quoi. Est-ce que ça vaut le coup de monter un système complexe pour gagner 500 balles de mieux à la fin de l'année? J'émets un doute relatif. Dans les questions que vous nous posez souvent, du coup, quand je monte un cabinet, qu'est-ce que je monte comme type de cabinet? Et là, je vous alerte quand même grandement, notamment sur Toulouse, où vous êtes en zone surdotée. Attention des trucs où vous montez un cabinet qui est fait pour tourner à 5-6 personnes et que demain, vous avez 3 collaborateurs qui s'en vont et que vous ne pouvez pas en recruter d'autres. Ce surdotage, cette notion de zone surdotée, de zone non prioritaire, devient une vraie complexité pour monter un cabinet un peu important en volume, ce qui évidemment ne nous aide pas pour l'avenir. Donc ça, c'est le modèle de l'enrichissement via un cabinet dans lequel j'ai plein d'assistants est presque un modèle fini, malheureusement. Voilà. Et moi, j'ai quelques copains que je connais qui avaient des cabinets où ils avaient des assistants. Aujourd'hui, ils ont choisi d'avoir des salles qu'ils louent. Et ils louent un cabinet de consultation à un kiné ou à une autre profession, mais de ne plus avoir d'assistant en tant que tel, en fait. Voilà. Donc, évidemment, si vous pouvez acheter les murs de votre cabinet, il y a un moment où soit vous ne paierez plus de crédit et ce sera bien, soit vous en arrivant à la retraite, en plus, vous pourrez soit garder un loyer, soit éventuellement le revendre. Donc le choix de pouvoir acheter ces murs à un moment reste quand même plutôt une idée positive. Moi, j'ai ce côté terrien. J'ai commencé à bosser jeune parce que j'avais même pas 22 ans quand j'ai commencé à travailler. Et à 23 ans et demi, j'ai acheté mon premier appart. J'avais rien dans la vie, j'avais pas un radis devant moi, mais je travaillais, je gagnais correctement ma vie. Et j'ai été locataire 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, je me suis dit, en fait, c'est quand même vraiment con de foutre cet argent par les fenêtres tous les mois. Et c'était en francs à l'époque, hein. Mais au lieu de 3 500 francs par mois de loyer que je filais à quelqu'un, bah, ça me coûtait 4 500 francs de crédit pour avoir un appart plus grand que ce que j'avais avant, en fait. Donc ce choix d'investir dans la pierre, que ce soit à titre perso ou à titre professionnel, je pense que c'est un bon choix. On dit en général que pour qu'un bien soit rentable, il faut on conseille d'y rester à peu près 4-5 ans minimum. Donc si vous savez que vous voulez monter un cabinet mais que vous voulez changer de région dans 1 an, achetez pas, ça va de soi. Voilà. Mais si vous avez un projet de rester un peu plus longtemps, potentiellement ça vaut le coup d'acheter. Et dès 3 ans, 5 ans, en théorie, vous avez gagné de l'argent à l'acheter, et même si vous le revendez après, quoi. Oui, parce que justement, j'allais te poser la question en tant que futur jeune kiné, à partir de quand ou à partir de quels critères on sait que c'est le bon moment pour investir? Alors ça dépend tellement de vous. C'est là où moi je suis un vieux machin, comme je te disais tout à l'heure, et elle n'a pas dit non. Moi j'ai investi jeune parce que je savais que je voulais me poser là où j'étais, que je n'avais pas prévu de partir ailleurs, que je n'avais pas prévu d'aller passer 6 mois ou 1 an en Guadeloupe ou en Martinique ou à La Réunion, comme la moitié de votre génération. Voilà, c'est un choix, évidemment. C'est un choix de vie, en fait. Donc il y a la question économique, financière que j'entends très bien. Il y a aussi un choix de vie et de relative stabilité ou pas que vous pouvez avoir. Donc, mais il faut qu'il y ait un peu cette logique de stabilité. Ça, c'est un premier point. Mais une fois que vous l'avez, vous savez que là où vous êtes bien et que vous voulez vivre là, ou que vous, peut-être pas toute votre vie, mais qu'au moins vous vous dites, pour 4 ou 5 ans, je suis là. Ouais, vous voyez, moi, j'ai des enfants, je suis divorcé, je suis condamné à vivre pas loin de mes enfants, quoi.
Et je sais que le petit dernier, il a 13 ans. J'en ai encore au moins pour 5-6 ans de ne pas bouger de là où je suis, quoi. Donc, quelque part, avoir un projet stable là, c'est cohérent. Voilà. Sur la partie comptabilité, il faut que vous soyez bien au clair entre ce qui est un chiffre d'affaires, une dépense, un bénéfice sur le plan imposition et une petite différence qui est votre pouvoir d'achat. Est-ce que vous voyez la bénéfice, tout le monde voit? Non, pardon, je vais recommencer. Chiffre d'affaires, tout le monde voit. Chiffre d'affaires, c'est tout le pognon qui rentre. OK. Mais il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfice parce qu'il y a un petit gap entre les deux. Parce qu'au passage, il va y avoir tout ce qui sort, qui là est une partie est donc incompressible. La partie incompressible, c'est URSSAF, Carpimco. Qu'est-ce qui coûte le plus cher des deux? L'URSSAF. L'URSSAF, très bien. L'URSSAF, c'est ce qui coûte le plus cher des deux. Par contre, l'URSSAF est relativement proportionnelle. Alors que la Carpimco, elle n'est pas très proportionnelle. Il y a un montant de départ, il y a un socle de départ, et après, ça évolue très peu, ça évolue de 1,4% de votre chiffre d'affaires. Non, de votre bénéfice même, pardon. Donc ça évolue assez peu après. Voilà. Donc la Carpimco, si vous ne gagnez pas grand-chose et que vous ne travaillez pas beaucoup et que vous ne gagnez pas grand-chose, vous aurez l'impression que c'est beaucoup. Quand vous travaillez beaucoup et que vous gagnez beaucoup, c'est toujours trop, hein, ça fait toujours un peu mal quand même de le payer, je vous rassure, mais au final, ça n'augmente pas énormément, alors que l'URSSAF continuera à être complètement linéaire. Ça fait partie des premières dépenses. Après, si vous êtes assistant, il y a une rétro qui va être un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Si vous êtes titulaire, va y avoir un loyer, EDF, l'assurance du bien, l'eau, enfin voilà, le téléphone et compagnie, qui sont des charges incompressibles. Après, donc ça, quand vous avez fait le chiffre d'affaires moins les dépenses, ça vous donne un bénéfice. Là où je mets un petit distinguo, c'est il y a une partie de vos dépenses que vous pouvez passer un peu à titre professionnel, qui parfois sont des dépenses un peu perso. Ça, il ne faudra pas le montrer. Hein. Mais truc bête, on va dîner au resto tous les deux. Je t'invite à dîner, mais parce qu'on est potes. Mais finalement, je dis que c'est une dépense professionnelle vu qu'on est entre kinés. C'est ce que je mets comme petite différence entre ce qui est votre bénéfice réel et votre pouvoir d'achat. Là, quelque part, tu t'es fait un plaisir que tu as pu quand même déduire, entre guillemets, de tes impôts. Quand vous pouvez le faire, il faut le faire. Hein. C'est le jeu, l'administration fiscale le sait, rassurez-vous. Voilà. Après, comme toujours, ça doit être fait avec tact et mesure. Globalement, si vous leur passez 40% de votre chiffre d'affaires dans ce type de dépenses, ils vont vous regarder bizarre, quoi. Hein, voilà. Mais du coup, ça fait partie des petits trucs. Voilà. Et le but, c'est de pouvoir trouver justement sur quel petit truc vous pouvez gagner un peu. Et c'est comme ça, et c'est tout le jeu de tous les chefs d'entreprise, j'allais dire de France, voire du monde entier, hein, c'est de réussir à réduire cette part-là, enfin, réduire la part imposée et de pouvoir jouer un peu à ça, quoi. Voilà. Donc ça se travaille, quoi, avec le temps. C'est là où votre comptable, souvent, vous aide pas. Lui, il va vous dire, ah non, on va rester que sur les trucs où on est sûr qu'il n'y a rien à dire. Voilà. Donc ça, c'est comment vous allez gérer et améliorer un petit peu votre pouvoir d'achat. Voilà. Ce matin, tiens, il est reparti, s'il était là il y a 2 secondes. Ce matin, j'étais avec Vincent Mélé là, de la chaîne Santé et on se disait, on voyait un produit. Tiens, alors il y a Stroll en face, il y avait Ability qu'on a vu, que j'ai vu repasser tout à l'heure. C'est un système de réalité virtuelle. Système qui coûte 9 000 €. C'est cher ou c'est pas cher? C'est cher, tu dis? Moi, je trouve ça pas cher. Alors, pourquoi je vous dis que c'est pas cher?
Parce que c'est un système qui permet de faire travailler des patients en autonomie quasi totale. Et finalement, pendant qu'ils ont leur masque de VR et que vous avez paramétré le truc une première fois, derrière, ils peuvent quelque part presque travailler tout seuls. Si vous avez un tout petit peu de place, vous pouvez faire quelque part 2 séances, une où vous travaillez, plus lui à côté qui travaille tout seul. Si vous prenez le système, alors évidemment, ce n'est pas toute la rééducation et ce n'est pas tous les patients, on est bien d'accord, hein. Mais je vais prendre le cas d'une entorse de cheville, où finalement, sur 10 séances, moi j'ai l'intime conviction qu'il y en a 2, 3, 4, où j'ai un intérêt en tant que thérapeute manuel à venir m'occuper de sa cheville et, entre guillemets, soigner ou contribuer à soigner sa cheville. Et puis, à partir de la 5e séance, on va faire de l'actif. Est-ce que je suis vraiment utile pour lui lancer la balle, quoi ? J'ai déjà un chien pour ça, quoi. Donc, est-ce que je vais passer 5 séances à lui lancer la balle ou à le regarder faire du plateau de Freeman ? Je pense que j'ai complètement autre chose à faire. Mais en même temps, il ne le fait pas tout seul non plus. Typiquement, ce genre de matériel peut être une solution pour que le patient travaille tout seul. Et pour le coup, c'est quand même une vraie rééducation qui peut être quantifiée, où il y a des bilans avant, après, où il y a des indicateurs. Enfin voilà, il faut que ça soit utile, hein, on est bien d'accord. J'ai toujours cette logique de qualité de la prise en charge des patients. Si vous le prenez en LOA quelconque et tout, ça vous coûte moins de 300 € par mois. Je vais prendre le problème dans l'autre sens. Maintenant, si vous faites une séance de plus par jour à une vingtaine d'euros, pour donner un chiffre très simple, vous faites 20 séances à 20 €. Ça vous permet de ramener 400 €. Donc finalement, ça vous a permis de gagner de l'argent. Donc je considère que ce n'est pas cher. Voilà. Parce qu'il y a une rentabilité économique. C'est important de pouvoir se poser ce calcul de rentabilité économique. Truc qu'on ne vous a pas appris du tout, bien évidemment. Ma logique de chef d'entreprise fait que, est-ce que ça va être rentable ou pas ? À l'inverse, on voit des solutions que j'aime bien par ailleurs, hein, mais vous voyez le LPG, la machine, là, elle vaut 40 000 balles, pas loin, enfin 30 on va dire. 30 000 balles, sauf qu'en fait, c'est 30 000 balles où vous travaillez, en fait, avec la machine. Parce que la machine, elle ne se passe pas toute seule, en l'occurrence. Et donc là, avant de trouver, même si on dit en endermologie, on est sur des séances à 60, 80, 100 €, machin, c'est des séances où vous auriez pu travailler par ailleurs, en fait. Donc, le calcul de rentabilité, il est beaucoup plus long à obtenir, en fait. Voilà. Donc, il ne faut pas toujours se fier qu'au prix de la séance ou ainsi de suite. Il y a comment je vais le rentrer dans mon business model, en fait, hein. Alors, ce n'est pas du vocabulaire avec lequel vous êtes habitué, mais pour autant, je pense qu'il faudra un jour qu'en tant que kiné, on sorte un tout petit peu du modèle 100% sécu, où on raisonne juste en de toute manière, j'ai plein de patients, je suis débordé, mais je ne suis pas bien payé, je m'en plains, mais je ne fais rien pour que ça change. Voilà. Donc, dans notre idée, c'est aussi d'ancrer cette activité. Quelle activité vous voulez développer et quel type de patient vous voulez avoir. On n'est pas Mère Teresa. Vous n'êtes pas obligé d'être gentil avec tout le monde. Alors, vous êtes obligé de prendre les patients que vous avez en charge correctement. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de débat et c'est obligatoire. Je suis élu au Conseil de l'Ordre en plus, donc évidemment, je ne peux que tenir cette position, ça va de soi. Mais vous n'êtes pas obligé de soigner tout le monde et tout le temps, en fait. Voilà. Vous pouvez aussi vous dire, dans ma patientèle, je choisis de réserver un certain nombre de créneaux pour une activité autre, voire une activité hors nomenclature. Évidemment, en corollaire, ça pose la question de la compétence et de la capacité à le faire. Hein. Voilà. Alors là, je reprends ma casquette d'organisme de formation et de dire, faut qu'on vous amène à un niveau de compétence qui vous permettra aussi d'avoir une pratique et un tarif quelque part différent de celui que vous pourriez avoir par ailleurs. Voilà. Donc tout ça, c'est des choix de pratique. Et après, vous pouvez me dire, moi, je
je ne veux pas m'embêter avec ça, je ne veux pas avoir expliqué le prix d'une séance à mon patient, moi je veux rester dans la convention et tout. Très bien, c'est votre choix. J'ai élevé mes enfants avec une petite phrase, tout choix est un renoncement. Mon père il disait pareil. C'est vrai, ton père disait, oh merde, putain, ça me fout un coup de vieux, arrête. Une deuxième fois. Mais j'ai expliqué ça à mes enfants, en fait, en disant, quand tu fais une bêtise à l'école, tu renonces à ta tranquillité avec moi. Voilà. Et à l'inverse, quand tu renonces à faire le con, bah, tu choisis qu'on passe un bon moment ensemble. Voilà. Et il y a un moment, on a les patients qu'on mérite. Je vous choque peut-être un peu en disant ça, hein, mais on a les patients qu'on mérite. Si vos patients ne vous plaisent pas ou s'ils vous gonflent, le seul truc que vous devez changer, c'est vous-même. Donc, moi, j'ai une passion dans ma vie de kiné, c'est la lombalgie. Moi, je peux faire que ça tout le temps. Là, c'est mon kiff total. Et plus j'ai des lombalgies sévères et complexes, plus j'adore ça. Voilà. Bon, bah, j'ai créé mon écosystème pour avoir pratiquement que ça. C'est cool. Voilà. Et en même temps, j'ai aussi choisi... j'ai un agenda. En l'occurrence, c'est pas Milo, c'est Doctolib. Mais sur mon agenda Doctolib, les seuls rendez-vous qu'on peut prendre en ligne, c'est des séances de hors nomenclature. Alors je continue à avoir quelques patients, hein, j'ai mes petits habitués du quartier, voilà, des gens que j'aime bien, que je continue à prendre à côté. Je continue même à prendre des CMU, hein, vous voyez, je m'en compte. Voilà. Ma pratique n'est pas qu'une histoire d'argent, mais j'ai toute une partie de mon temps où je ne veux pas que des CMU toute l'année, parce qu'en plus c'est ceux qui font pas trop d'efforts toujours pour venir, quoi, qui sont pas trop engagés. Donc il y a un moment, ceux-là, je continue à en prendre, mais s'ils ratent un rendez-vous, ils ont un carton jaune, 2 rendez-vous, ils ont un carton rouge. Hein. Tu dégages, on ne se reverra pas, quoi. Voilà, t'embête pas. C'est comme ça. Et j'ai une petite phrase. Pareil, ça, pour un jeune diplômé, c'est bien ça. Ma porte est grande ouverte dans les 2 sens. Vous pouvez venir et vous pouvez aussi partir. Je ne vous retiens pas. Moi, du travail, j'en ai trop. Donc, j'ai ma manière de travailler qui, encore une fois, est basée plutôt sur une logique de qualité et de prise en charge correcte, raisonnable, selon les recommandations et tout. Mais si ma manière de travailler ne vous convient pas, vous pouvez repartir. Il y en a une l'autre jour au téléphone. Oui, alors, est-ce que vous faites bien du massage ? Écoutez, madame, moi, je soigne les gens. Je ne fais pas du massage, quoi. Non, parce que le massage, c'est quand même hyper important et tout. Je lui dis, non, mais vous savez, globalement, c'est quand même moi qui déciderai des techniques que je mettrai en place selon un diagnostic et une attitude professionnelle au départ. Je lui dis, si vous voulez un institut de massage, il y en a un au bout de la rue, allez-y. Hein. Ah oui, mais c'est cher. Ah ouais, bah écoutez, pas de problème. Mais voilà, bon, finalement, j'ai tout fait pour qu'elle ne vienne pas. Mais elle allait me gonfler, celle-là, en fait. D'emblée, on ne partait pas sur le bon truc. Et vous libérer d'un casse-pied, ce n'est pas une perte. Voilà. Donc, ayez l'attitude aussi qui correspond. Alors après, il faut porter un peu ces positions, hein, mais ça, c'est important. Quand vous allez débuter, alors évidemment, quand vous allez débuter, vous ferez un peu comme vous pourrez, hein, avec vos doutes, machin. Là, c'est sûr que moi, je ne débute plus. Mais du coup, ceux qui pensent que le remplacement c'est la liberté, moi je pense que c'est pas du tout ça, au contraire. Et je pense que tous les jeunes qui pensent que je vais faire des remplacements, je vais aller voir comment ça se passe à droite, à gauche, à machin, globalement, le remplacement c'est une vraie contrainte. Quand tous les 15 jours vous changez de manière de travailler, que vous n'avez aucune... Quelque part, on met les gens les moins à l'aise avec le métier et on les oblige à changer quelque part de pratique tous les 15 jours. Je pense que c'est beaucoup plus dur à gérer et que quelque part, ça devrait être ceux qui ont un peu plus d'habitude presque, qui devraient un peu travailler comme ça.
Quand on débute, je ne suis pas sûr que le remplacement permanent soit une bonne idée. Au pire, moi je pense toujours, au pire, lancez-vous dans un assistanat. Vous savez, un assistanat, quand vous en avez marre, vous faites quoi? Vous filez votre lettre, et puis en fonction de ce que vous aurez noté dans votre contrat de collaborateur, entre 1 et 3 mois, vous partez. Hein. Donc c'est pas non plus un fil à la patte à la vie à la mort. Hein. Enfin, voilà. Donc on peut rompre un assistanat hyper facilement. À l'inverse, une fois qu'on est installé et titulaire, c'est évidemment plus compliqué. Donc quand vous choisirez de vous associer avec quelqu'un, retenez une petite phrase, c'est parce qu'on peut tout dire et tout écrire qu'on peut travailler ensemble. Si vous commencez à ne pas pouvoir dire ou à ne pas pouvoir écrire, alors c'est qu'il ne faut pas le faire. Ça, c'est une notion hyper importante. Hein. Donc, faut pouvoir tout dire et tout écrire pour s'associer. Si vous ne pouvez pas le faire, partez. On a parlé de beaucoup de trucs. Est-ce que vous avez des questions ? Derrière, il faut prendre un système informatique qui vous convient. Voilà. Il y en a quand même quelques-uns aujourd'hui. Là, il y en a quelques-uns évidemment sur le salon. Hein. On a dans les anciens, on va dire, les historiques, CGDIM et Vega qui sont un peu les vieux briscards du truc. Dans les plus modernes, ils sont à côté en plus, il y a Milo et Doctolib. Choisissez ce que vous voulez. De la même manière, certains vont dire Doctolib c'est cher ou Milo c'est cher. Ouais, un peu. Mais si finalement ça vous permet de choisir vraiment votre patientèle, quelque part ça n'a pas de prix. Si vous pouvez avoir un agenda en ligne qui vous permet et de recruter du monde et de choisir le type de patient que vous allez avoir, pour moi, c'est un truc qui, quelque part, n'a pas de prix. Voilà. Ça fait partie des... Après, si vous me dites je suis déjà full, je marche très bien avec mon agenda papier et tout, moi, ça me va très bien aussi. J'ai fait ça pendant des années et c'était très bien. Et c'était très bien aussi, quoi. Voilà. Et toi, justement, comment tu as fait ce choix de Doctolib ? Déjà, comment j'ai fait ce choix de Doctolib ? C'est un choix qu'on a fait au cabinet déjà quand même. Donc on était quand même plusieurs à faire le choix. Et ça a été vraiment l'idée de se lâcher un peu du téléphone qui sonne après aussi toute la journée quand même. Donc quand tu peux avoir sur ton téléphone, dire voilà, pour toutes les prises de rendez-vous, aller sur Doctolib et finalement t'en enlèves déjà 80%, c'est une forme de liberté. Alors après, encore une fois, Doctolib, Milo, Maya, hein, je fais comme à la radio, quand ils donnent un nom de marque, ils donnent les 3 concurrents, comme ça on est tranquille. Après, nous avant, on était chez Maya CGDIM pour le logiciel. On est parti de chez eux pour des raisons où ils n'ont cessé d'augmenter le tarif sans augmenter la qualité. Il y a un moment, on a dit stop, on est allé ailleurs et on n'a pas choisi Doctolib pour la partie facturation. Après, moi, en même temps, je suis au cabinet 1 jour par semaine. Le prix de la facturation me paraît élevé par rapport à l'activité que j'en ai. Voilà. Si j'étais au cabinet tous les jours, peut-être que je le prendrais et que je ne prendrais pas l'autre. Voilà. Donc tout ça, c'est des choix de mesurer, poser le pour et le contre dans chaque choix que vous faites. Je trouve que Milo est sur une bonne tendance aussi. Donc voilà. Prenez le temps de les regarder, de ce que vous voulez, de quelle trajectoire vous voulez. Évidemment, quand vous êtes remplaçant, là, ce n'est pas vous qui choisissez. Sur ces sujets-là, vous êtes obligé. Alors, vous devenez pour le coup des multispécialistes des différents logiciels au bout d'un moment. Moi, là, le changement de logiciel après 23 ans, je crois, ou 24 ans sur l'autre, le changement d'habitude, j'ai l'air d'un vieux con. Mais bon, voilà, il n'y a peut-être pas que devant l'ordinateur, mais... Voilà. Et alors, pour bien comprendre les statuts, quand on est assistant, on est obligé d'avoir le même logiciel que le titulaire, mais quand on est collaborateur, on pourrait se permettre d'avoir un différent.
Ouais, globalement, c'est ça. De toute manière, quand tu es assistant, tu vas prendre le logiciel du cabinet parce que c'est quand même le plus simple et que tu ne vas pas payer un deuxième abonnement juste pour toi. Après, on pourrait imaginer que dans un cabinet, on ait chacun notre logiciel, mais le principe du cabinet, c'est quand même un peu de partager les frais. Donc, il y a souvent pas enfin, un multipraticien coûte moins cher que 2 praticiens quand même la plupart du temps, quoi. Voilà. Donc là, c'est ça. Et puis quand vous êtes remplaçant, de toute manière, vous avez encore moins de choix, évidemment. Des questions? Oui? Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour recruter la patientèle? Comment se faire connaître? Quels canaux de diffusion efficaces, les réseaux, les cabinets de médecins généralistes, utiliser pour informer la patientèle que le cabinet s'ouvre? Allez, c'est une bonne question. Je vous invite à aller notamment sur le site du Conseil de l'Ordre qui a monté un petit MOOC. MOOC, c'est Multi-Open Online Courses, un cours en ligne gratuit, justement sur ce qu'on a le droit de faire et pas faire en communication. Même si je trouve que leur MOOC, il n'est pas hyper didactique quand même et un peu trop technique et on a du mal à tout bien capter à la fin. On sait qu'on n'a pas le droit de faire de la pub. Au sens premier du terme, vous n'avez pas le droit de faire de la pub. C'est là où justement une solution en ligne peut quand même permettre, dans le cadre d'une création d'activité ou d'une recherche d'une activité spécifique, par exemple de dire, tiens, j'ouvre que des créneaux moi j'ouvre que des créneaux d'ostéothérapie manuelle et je ne fais pas aucun créneau de kiné dans Doctolib. Parce que je remplis bien comme ça, je continue un peu mon activité de kiné, mais avec des gens que je connais ou des gens qui viennent de la part de quelqu'un que je connais et qui arrivent à me contacter autrement que par ce canal-là. Voilà. Après, il y a le fait d'avoir un petit réseau. Par exemple, demain, tu veux travailler, je vais en parler, en plus, ils sont présents beaucoup cette année, et j'ai vu Jocelyne, Roland passer tout à l'heure, mais le réseau RKS sur le cancer du sein, typiquement, c'est des réseaux où quand tu te fais connaître du réseau et que tu as un peu de compétences, c'est des gens qui ont une recherche permanente sur ce genre de trucs. Après, admettons, tu es amoureuse du LCA et tu veux faire de la ligamento à mort. Bon, tu prends ton petit bâton de pèlerin et tu vas avoir les 5 chirurgiens autour de toi. Voilà. Il y a des régions comme Paris où on est tellement nombreux et tout, et les gens bougent quand même tellement que c'est un peu compliqué. Par exemple, à Toulouse, tu vas à Oncopole, si tu veux travailler sur le cancer du sein, d'un seul coup, hein, tu vas te faire connaître, ils organisent une soirée de temps en temps, tu y vas, voilà, et t'envoies, si tu montes ton activité, ou que tu veux développer une nouvelle partie de ton activité, ça vaut le coup de faire une petite carte. Bonjour, je viens de monter mon activité sur tel truc. J'ai une appétence particulière pour tel truc. Voilà mon numéro. On peut prendre rendez-vous comme ça. Et évidemment, j'aurai plaisir à vous rencontrer si vous avez un tout petit peu de temps à m'accorder. Le taux de retour direct est souvent faible, mais ça marche pas mal. Vous montez un nouveau cabinet, vous allez faire un peu de domicile, vous faites le tour des 3 pharmacies du quartier, vous laissez votre carte en disant on fait un peu de dom au cabinet. Rassurez-vous, en 15 jours, ils vous ont blindé votre truc. Ils ont tellement de Madame Michu dont ils ne savent pas quoi foutre et qui recherchent de partout. Voilà. Dans les trucs pour se faire connaître, il y a le ROR. C'est le répertoire opérationnel des ressources qu'on trouve notamment via vos URPS. Alors, une que je connais un peu mieux que les autres pour y être élu, mais c'est l'URPS Kiné Île-de-France. Et sur l'URPS Kiné Île-de-France, tu as le ROR qui est accessible et où tu peux dire moi je fais telle et telle activité un peu spécifiquement et te permettre de quoi. Voilà. Donc voilà un peu les grands canaux. Après évidemment on n'a pas le droit de faire de pub encore à proprement parler. Hein. Et puis après c'est rencontrer un peu les prescripteurs quand même quoi. Voilà.
Moi, j'ai un amour et je pense quand même une compétence un peu particulière sur la lombalgie. Le généraliste qui est en face de chez moi m'en envoie aucune. Bon, ça tombe bien. Faut pas écouter la caméra, faut pas lui dire. Mais comme je suis pas sûr de son diagnostic, ça m'arrange qu'il m'en envoie pas, quoi. Voilà, je suis pas demandeur. Voilà. À l'inverse, j'ai des prescripteurs parfois de bien plus loin et tout, qui me les envoient spécifiquement et voilà. Mais du coup, travailler un peu ce réseau-là qui reste le meilleur moyen. La pub, à proprement parler, on ne pourra pas en faire. Par contre, les prises de rendez-vous en ligne, c'est un moyen pour en faire, ouais. Voilà. Est-ce que publier sur Instagram, sur Facebook, est-ce que c'est considéré par le Conseil de l'Ordre comme de la pub? Ça reste quand même un peu considéré comme de la pub. Alors, il y a une relative évolution là-dessus. Après, vous prenez... allez, je vais prendre Germain Delos, qui fait de l'épaule, qui sur Instagram s'appelle Je vous épaule, qui fait que ça, qui est à Rouen. Il y a Damien derrière, son associé là, qui me regarde. Et effectivement, je t'avais pas vu, j'avais pas fait le lien tout de suite, Damien, mais voilà. Germain qui fait que de l'épaule, il publie sur l'épaule à mort, mais pas du tout pour avoir des gens au cabinet. Et il dit jamais sur Instagram, venez à mon cabinet. Il parle d'épaule, mais pas du tout pour avoir du monde au cabinet. Vous prenez un autre, le petit à bretelles, mon petit major, qui est l'un de mes petits poulains. Pareil, à aucun moment il vous dira... alors on se retrouve plutôt emmerdé à ITMP, où les gens appellent, oui, on voudrait rendez-vous avec le petit à bretelles, là, et tout, et on lui dit, mais il consulte pas. Mais si, on l'a vu, c'est lui qu'on veut, et tout. Alors, non, mais vous pouvez pas, enfin, on prendra pas rendez-vous. Mais il travaille où? On ne sait pas. Si, on sait, mais bon, on vous dira pas. Enfin, voilà. Mais parce que... Donc théoriquement, en tout cas, même les réseaux ne doivent pas être un canal de publicité pour un cabinet. Voilà, pas directement en tout cas. Après, on a quand même bien des gens qui mettent une petite pub ou un petit message pour leur cabinet, mais ça ne doit pas être trop marqué quand même. Voilà. Damien, c'est à quelle heure que tu commences? Ah, ça va, j'ai encore le droit de parler un peu. Bon. Alors, Damien, justement, t'es pas censé parler du HN là dans la foulée ou... Ah, c'est samedi le HN. Et là, tu fais quoi après? Ah bon, bah tant pis alors. C'est dommage. Faudra revenir samedi. Mais non, on était sur créer son cabinet, installer, valoriser nos pratiques. Alors, c'est un sujet qu'on travaille avec Damien ensemble via notamment son appli Andrew. Et c'est justement la prescription d'exo. Et on a ce truc. Alors, Damien, il est hyper bon commercial, lui aussi. Commercial marketing, franchement, il fait partie des champions. Mais en même temps, tout ça étant toujours, enfin, comme pour nous, ITMP, avec une logique de qualité. Comme Germain avec une logique de qualité. Et moi, je dis toujours, pour qu'une formation ait lieu au sein d'ITMP, il faut 3 critères minimum. Le premier, c'est qu'on soit utile aux patients. Ça paraît être... c'est non négociable, en fait. Donc, c'est quand on forme des professionnels, des consoeurs, des confrères, il faut qu'à la fin, ça aide le patient. Donc, les formations maraboutisme et compagnie, on oublie, quoi. Deuxièmement, c'est qu'il faut qu'on soit utile aux professionnels. Parce qu'il n'y a rien de pire quand on est professionnel de santé que d'être comme une poule devant une fourchette quand on a un cas compliqué qui arrive. Et le troisième point, c'est que nous, on se fasse plaisir. Voilà. Et donc, là, dans cette solution, Andrew, mais je vous invite à aller les voir du coup après, c'est comment on va... non, mais c'est vrai. Comment on va pouvoir accompagner le patient, mais en même temps, ça veut dire comment on va créer de la valeur. Et du coup, si je crée de la valeur auprès de mon patient et que je lui donne des outils, des solutions, des moyens pour qu'il gère mieux sa pathologie, pour qu'on l'accompagne et qu'on ait une meilleure relation
de confiance, d'échange entre nous, on a gagné quelque chose. Voilà. Et je pense que parler d'argent ne doit pas être un tabou pour nous en santé. Qui va chez le coiffeur au moins 5 fois dans l'année, là? Bah, toi, tu y vas tous les mois, toutes les semaines maintenant. Ah, bah, j'imagine. Ok, il vous prend combien le coiffeur? Pas. Dernière fois, putain, j'en reviens pas. 31 € quoi, pour me faire ça. Toi, il doit te prendre énormément cher. Avec cette coiffure. Et du coup, je me dis, mais on est capable de foutre 150 balles pour nos cheveux. Les patients ne sont pas capables de foutre 150 balles pour leur santé, quoi. Il y a un moment où on marche sur la tête. C'est un choix de société. Voilà. Donc choisissons avec qui on veut travailler, créons de la valeur, montrons-la, développons-la. Après, effectivement, il y a le savoir-faire, il y a le faire savoir qui va avec. Ce n'est pas toujours évident. On est un peu limité par notre déontologie, mais il y a des choses à faire. Ah bah dis donc, il y a tous les meilleurs, là. Guillaume est là aussi et tout. Bon, allez, Damien, une dernière question ou pas? Non? S'il n'y a pas de dernière question, je vais filer le micro à Damien et je vais aller faire une bise à Guillaume et Cécile, qui sont vice-présidente et président du SNMKR et avec qui on se bat justement pour un nouveau modèle économique en kiné.